merci de regarder TéléSec en direct de Kinshasa. L'Afrique en pleine mutation économique, des politiques et stratégies sont mises en place pour matérialiser tout cela. À ce propos, nous allons recevoir ce soir dans ce journal Jérôme Sekana. Il est coordonnateur du réseau Toile d'Araignée, réseau qui regroupe tous les journalistes qui prestent dans les secteurs de l'économie. Avec lui, nous allons parler de la réunion qui s'est tenue dernièrement à Abidjan. 40% des ressources de la RDC sont généralement allouées à la paie des agents de l'État. Le gouvernement s'emploie à ce qu'il y ait beaucoup plus de rigueur dans ce secteur. Les ordonnateurs délégués ont intérêt à bien contrôler les finances publiques pour éviter tout dérapage. À cet effet, le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État organise un séminaire sur la bancarisation de la paie des agents de l'État en province. Et Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du Budget, a procédé à l'ouverture de ces travaux ce lundi à l'hôtel Sultani à Gombe. Marie-Jeanne Bibomba et Cédric Kidimou. Pendant 2 jours, les ordonnateurs délégués venus de toutes les provinces de la RDC vont échanger sur l'évolution du processus des paies par voie bancaire en province et les nouvelles procédures introduites dès la paie de ce mois d'avril. DG KMB, président du comité de suivi de la paie, précise que ces séminaires visent la mise à niveau principalement des ordonnateurs délégués provinciaux. Les thèmes retenus pour ce séminaire gardent toute leur pertinence au regard de la responsabilité de chaque participant dans le processus de bancarisation, de la nécessité de favoriser la compréhension et l'appropriation rapide du mécanisme et de l'impératif de préserver la paix sociale. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du Budget qui a ouvert ces travaux, exhorte les ordonnateurs délégués à contribuer efficacement au succès de la bancarisation pour une bonne maîtrise des finances, car 40% des ressources de la RDC sont consacrées à la paie des agents de l'État. Le moment est arrivé de résolument lancer le processus de reconstruction de notre économie. Il est extrêmement important que nous puissions restaurer le fonctionnement normal de l'État. Si nous remettons de l'ordre dans la paie des personnels de l'État, nous remettons donc de l'ordre dans les finances publiques. Selon les calendriers établis, ce séminaire abordera les matières relatives aux enjeux et perspectives du processus de bancarisation de la paie, les étapes franchies et les changements intervenus. Les membres de la Troïka se sont réunis ce matin autour du Premier ministre à l'hôtel du gouvernement. Ils sont revenus sur les questions économiques du pays. Images et commentaires. Il faut éviter de nouvelles perturbations dans l'économie nationale, conseille le vice-premier ministre et ministre du Budget. Mais avec la nouvelle grève de routiers amorcée depuis ce lundi, plus d'un craint le pire. Les différents employeurs qui ont pourtant accepté de payer 300 000 francs congolais comme salaire à un chauffeur routier refusent de s'acquitter. Seulement 4 de 24 transporteurs routiers ont respecté ces engagements. Le gouvernement, plus regardant sur ce dossier, surveille de près la situation. Le gouvernement réitère une nouvelle fois et demande une nouvelle fois aux employeurs de s'en tenir à l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de leurs employés, engagement portant sur l'amélioration des conditions salariales pour éviter effectivement des perturbations dans l'approvisionnement de Kinshasa et d'autres parties du pays en produits importés. Un ultimatum de 7 jours est lancé à l'endroit de ces derniers. Les réfractaires se verront tout simplement retirer leur permis d'exploitation. La Troïka a examiné aussi les questions de croissance économique, mais aussi des entreprises transformées telles que la SNCC, la SCTP, la SNEL, pour qu'elles puissent fournir les services viables à la population. Le programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo a remis officiellement une vedette hors bord à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cet engin va permettre l'accès dans les zones communautaires en vue de favoriser la régénération des écosystèmes. C'est là en faveur des populations locales. Il faut dire que le programme va financer 300 micro-projets pour 10 millions de dollars américains. C'est un bateau de travail de marque Alstom 750.
L'un de ces demi-mètres, ce Hawkboat est conçu en polyester renforcé de verre. Selon Sikou, son fournisseur, c'est un bateau idéal pour le déplacement professionnel rapide sur le fleuve et ses affluents. Il a la capacité de 15 personnes à bord et compte 2 moteurs. Le secrétaire général de la Communauté des États économiques d'Afrique centrale qui a réceptionné ces bateaux se réjouit de cette acquisition qui a coûté 109 203 $ américains. Pour lui, cette vedette vient en appui au programme sous-régional qui vise la régénération des écosystèmes ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette acquisition est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, PASEPCO, fruit de l'engagement de la Banque africaine de développement et de la CEAC pour accompagner la Commission des forêts d'Afrique centrale dans la mise en œuvre du plan de convergence adopté en février 2005. Ce bateau rapide, à en croire la CEAC, va faciliter des patrouilles dans des administrations concernées pour assurer et protéger l'environnement dans la sous-région, aux uns et aux autres d'en faire bon usage. L'industrialisation au service de l'émergence en Afrique, c'est le thème débattu au cours de la réunion des ministres des Finances tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces assises ont permis aux sommités du monde de l'économie et de la finance de réfléchir pour approfondir des politiques industrielles pour l'indépendance économique de toute l'Afrique. L'Afrique est au centre des travaux de la Commission économique pour l'Afrique. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'ONU et le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez, insistent que le temps d'agir en faveur du continent africain est arrivé. Les Africains doivent désormais se prendre en charge et prendre à bras le corps le développement du continent. Qu'à l'avenir, le maître mot à la CA sera l'Afrique d'abord. Par cela, nous voulons dire que nous allons privilégier les intérêts de ce continent dans tout ce que nous faisons. Cela signifie aussi que nous nous attaquerons aux questions nouvelles et aux autres en fonction de leur impact sur l'Afrique. Nous devons conduire le processus de transformation structurelle sur la base de la vision et les priorités africaines. Le président ivoirien, quant à lui, a invité l'Afrique à faire mieux et à faire plus. La délégation de la RDC a été conduite par le vice-ministre aux Finances, accompagné du directeur général de la BCC, Jean-Louis Kayembe Wakayembe. Les institutions internationales ont été représentées à ces assises, à côté des sommités du monde de l'économie et de la finance internationale. Voilà, comme je l'ai annoncé tantôt, nous recevons sur ce plateau Jérôme Sekana, il est coordonnateur du réseau Toile d'Araignée. Avec lui, nous allons parler de la réunion qui s'est tenue à Abidjan sur l'industrialisation de l'Afrique. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir, Doudou Ndombé, membre des Toile d'Araignée. Merci beaucoup. Voilà, du 21 au 26, vous avez été présent à Abidjan pour la réunion de la CEA. Qui prône l'industrialisation de l'Afrique. Et vous pouvez nous faire une petite restitution de ces assises-là? Effectivement, nous avons été à Abidjan. Nous avons pris une part active à la 6e conférence des ministres des Finances, de l'économie, de la planification, mais également des gouverneurs des banques centrales d'Afrique. C'est une réunion conjointe, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mais également Union africaine. Eh bien, les sommités du monde de la finance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se sont retrouvés là-bas pour réfléchir à haute voix parce que l'Afrique a tous les atouts pour s'industrialiser. Le point de départ, c'est la vision 2020. En 2020, 20 pays africains deviendront pays émergents. Mais on ne devient pas pays émergent qui le veut. Il y a des préalables. Et l'Afrique ne peut pas s'industrialiser, ne peut pas devenir pays émergent sans s'industrialiser. C'est par là où sont passés les grands pays émergents aujourd'hui, comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil. Et les Africains disent, l'Afrique a des atouts. Quels sont ces atouts? 1 milliard d'individus, dont 80% sont des jeunes. Donc le dynamisme, l'énergie est disponible pour créer des richesses. 40% des réserves de matières premières du monde. Plus de 60%, je dirais 70% de terres arables
du monde. Donc l'Afrique peut s'auto-suffire du point de vue alimentaire et même nourrir le reste du monde. Alors avec tous ces atouts et bien d'autres, les Africains se disent, mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que l'Afrique est considérée comme un réservoir des matières premières où on vient prendre les matières premières, on les exporte à l'état brut et la valeur ajoutée profite plus à ceux, aux Occidentaux donc, qui viennent acheter, alors que la pauvreté demeure en Afrique. D'où la nécessité de changer un peu les choses. Les Africains se disent, il faut que ceux qui viennent prendre les matières premières les transforment localement en grande partie et donnent de la valeur ajoutée en Afrique pour permettre aux Africains, qui sont nombreux au chômage, de pouvoir travailler. Et surtout, on a besoin d'une croissance inclusive. Le taux moyen de la croissance économique de l'Afrique est de 5%, ce qui est un taux significatif par rapport bien sûr à d'autres zones du monde, dans d'autres régions du monde. Donc les Africains se disent, il faut nécessairement qu'ils parlent d'une seule voix de l'Union africaine, une seule voix que les Africains doivent nécessairement présenter sur la table des négociations en ce qui concerne l'exploitation des matières premières par exemple. Donc c'est de cela dont il était question, mais ils se sont dit, il y a des préalables. Il faut une forte intégration au niveau de l'Afrique. L'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. L'Afrique, les échanges s'élèvent à peu près 10%. Et l'Afrique est tributaire des importations. Ce n'est pas normal. Et par où il faut commencer? Parce que vous venez de soulever un problème très délicat. L'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. L'Africain se sent moindre s'il achète un produit africain. Il préfère un produit occidental. Alors, comment il faut faire pour... D'abord, il faut développer les infrastructures. D'abord, la condition sine qua non, ils ont dit, il faut d'abord une stabilité politique. Voilà. Stabilité politique suivie bien sûr d'un leadership actif, donc qui n'a pas peur des intimidations ou qui ne peut pas se faire rouler dans la farine comme c'est le cas, parce que le bilan de la coopération entre l'Occident et l'Afrique est largement négatif. On a constaté que l'Afrique pouvait se trouver là où se trouve la Chine aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine s'est disciplinée. La Chine a essayé de s'industrialiser à sa manière et les Africains veulent suivre l'exemple. Ils ont compris que les Occidentaux ne sont pas là pour nos beaux yeux. C'est d'abord leurs propres intérêts. Les Occidentaux sont là pour que nous puissions approvisionner leurs industries. Et l'exemple a été donné. 1 kilo de café acheté en Ouganda à $1, arrivé à Londres, ces kilos transformés, mis en sachet, se vendent à 15 €. Qui perd? C'est l'Africain. C'est l'Afrique qui perd. Donc voilà pourquoi les Africains ont dit terminer cette affaire. Et pour y parvenir, nous aurons nécessairement au niveau de l'Afrique notre banque centrale africaine, qui sera au niveau du Nigeria. Nous aurons notre fonds monétaire africain, qui sera au Cameroun. Nous aurons notre monnaie unique. Et il faut même abolir les visas, parce qu'il n'est pas normal que même dans des espaces ou dans la zone franc, quelqu'un qui quitte Brazzaville pour aller en Côte d'Ivoire, alors que ces deux pays consomment la même monnaie, le franc CFA, eh bien, a besoin d'avoir un visa. Alors ils disent non, il faut s'y permettre. Alors, pour aller plus loin, pour être concret, les Africains ont dit il faut s'entendre. Ils ont mis sur pied un réseau des statisticiens africains. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les statistiques que produisent les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont généralement fausses. Il faut qu'eux-mêmes collectent, traitent et interprètent leurs propres données. Et ils veulent parler d'une seule voix et suivre l'exemple des pays émergents. Oui. En fait, par rapport à la République démocratique du Congo, qui a pris également part à ces assises, mais il y a d'autres éléments qui entrent aussi dans la danse, à part les potentialités que l'Afrique a, que la RDC également a. Et si déjà, au départ, si la RDC elle-même n'arrive pas à canaliser, à discipliner les dépenses, comme vous l'avez dit, est-ce que ça sera possible que... Ça ne sera pas possible. D'ailleurs, il faut signaler ici que la République démocratique du Congo était représentée à ces assises par le ministre du Plan, Célestin Vonabandi, qui avait à ses côtés le vice-ministre des Finances, Chulumbu. Il y avait également les DG de la Banque centrale, Kayembe, ainsi qu'une dizaine d'experts. En République démocratique du Congo, nous avons tous les atouts.
tous les atouts pour devenir pays émergent, non pas à l'horizon 2030, comme le dit le gouvernement, mais moins que ça, à l'horizon 2020, comme va devenir la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire? La Côte d'Ivoire a doublé l'investissement. Donc, il y a une classe moyenne qui est alimentée dans l'investissement. Nous nous amusons avec la classe moyenne. Il n'y a pas de classe moyenne. Allez sur l'avenue du commerce. Combien de Congolais sont des opérateurs économiques de renom ici? Notre économie se trouve à plus de 80% entre les mains des expatriés, ce qui est extrêmement grave et dangereux. Et les Congolais sont plus dans l'informel. Parce qu'ils ne sont pas vraiment bien encadrés. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons des faiblesses. Et ces faiblesses ne datent pas d'aujourd'hui. La grande faiblesse que nous avons, c'est qu'il y a une injustice budgétaire, un déséquilibre dans la consommation des ressources que nous plaçons dans le budget. Et le budget, vous le savez, c'est vous, c'est moi qui payons les impôts, nous tous, c'est une caisse commune du Trésor, nous mettons notre argent à la disposition du gouvernement pour gérer. Mais là-dedans, on constate que plus de 60% des recettes de l'État sont dépensées rien que pour le fonctionnement des institutions. Ce qui fait que les autres secteurs ne reçoivent pas suffisamment de moyens. Vous savez pourquoi nous ne serons pas au rendez-vous des objectifs des OMD, qui veulent qu'à l'horizon 2015, on réduise de la moitié la pauvreté. Tout simplement parce que nous ne respectons pas les règles du départ, les règles du jeu. Il faut 30% de notre budget investi dans l'éducation. Ce n'est pas le cas, nous sommes à 10%. Il faut 20%, entre 15 et 20%, rien que pour la santé. Ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Il faut 10% de notre budget pour l'agriculture. Coup de chapeau au gouvernement qui vient de débourser quelque chose comme 25 millions de dollars pour la campagne agricole et est en train de financer la réhabilitation de 400 écoles en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Mais ce sont des choses que nous commençons à vivre maintenant. Mais depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, tous les politiciens qui se sont succédés dans les différents gouvernements et dans les différentes institutions, présidence de la République, parlement, je ne sais pas moi, pouvoir judiciaire, c'était d'abord se servir et non servir. C'est-à-dire quoi? Une poignée d'individus bouffe le gros d'argent et la majorité silencieuse demeure dans la pauvreté. C'est ce qui explique, madame, c'est ce qui explique le fait que vous avez, au niveau du Parlement, des députés qui vous touchent 8 000 et réclament 14 000 $, alors qu'un enseignant touche moins de 100 000 francs. Quelle injustice! Alors qu'un policier touche moins de 100 000 francs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qu'il faut faire, nous, au niveau de notre association, donc Toile d'Araignée, nous sommes en train de nous battre. Nous allons commencer maintenant, parce que les carottes sont déjà cuites, les choses sont déjà faites en ce qui concerne le budget 2013. Nous sommes respectueux des textes. Nous sommes des républicains. Nous devons respecter les lois de ces pays. Mais là où nous allons maintenant, nous allons faire beaucoup de bruit, c'est à partir du mois prochain jusqu'au mois de septembre. Nous allons faire circuler une pétition, comme nous l'avions fait en 2010, vous le savez, pour pousser les décideurs à pouvoir changer. Nous allons amener le jeune à comprendre. Parce que, madame, la jeunesse en République démocratique du Congo, c'est une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment. Tous ces jeunes gens que vous voyez sans emploi, si vous les laissez comme ça, c'est dangereux. Alors nous allons demander, nous irons au Parlement pour dire, monsieur, vous ne sortez pas de l'hémicycle si vous ne divisez pas par D votre budget. Le budget de la présidence, il faut diviser par D. Le budget de la primature, du pouvoir judiciaire. Ainsi, madame, c'est qu'on va défalquer là-bas. On va peut-être doubler les salaires des enseignants, on va doubler les salaires des militaires et pourquoi pas doubler le budget de nos forces armées congolaises pour que cette armée puisse monter en puissance et s'équipe. Et puis, nous allons également permettre à ce que les enseignants puissent quand même se sentir bien d'aller au lieu qu'il y ait ce déséquilibre-là, une injustice qui ne se justifie pas. C'est ça notre combat. Nous avons tout et il faut vraiment que les choses changent. Si ça n'a pas changé par le passé, maintenant ça doit changer. Il faut que tout le monde accepte l'austérité. Et on ne peut pas demander seulement aux pauvres enseignants, aux pauvres journalistes que nous sommes, avec notre petit salaire qu'on nous donne, nous payons l'impôt professionnel sur les rémunérations, et ceux-là qui bouffent les gros, notamment les députés et sénateurs, refusent de payer les impôts. C'est anormal. Nous allons nous acharner et je vous dis qu'ils finiront par payer.
Et pour terminer, la santé de toile d'araignée, comment elle se Madame, nous évoluons très bien, nous sommes légalistes, nous attendons que tous les documents soient là. Nous avons déjà obtenu 90% des documents, il nous reste 10%. Dès que nous aurons ça, nous allons sortir et nous allons auditer la gestion des finances publiques. Toile d'araignée va permettre à chaque Congolais de connaître combien d'argent nous avons à la Banque centrale, combien d'argent nous avons au titre des réserves d'échange. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 1,650 milliard de dollars, plus de 8 semaines d'importation. Donc, nous allons auditer l'argent du trésor public, l'argent des contribuables ne doit plus être dépensé de n'importe quelle manière, où quelqu'un se réveille comme dans un ligablo familial, le papa dit donnez-moi, je dois aller prendre une bière à côté, la maman dit on doit me coiffer. Non, l'argent du trésor, il y a des normes qu'on doit respecter et nous allons faire ça, nous allons auditer la gestion des finances publiques dans ces pays, vous allez le voir. Vraiment, nous sommes butés à un problème des temps. Jérôme Sekana, merci d'être de nôtre ce soir. Nous allons encore recourir à vous pour que nous puissions décortiquer les questions économiques. Merci. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mercredi prochain sur la même chaîne et avec le même plaisir.